Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignaient pour cette session de webinaire Docteur Entrepreneur Posture et Accompagnement. Merci à toutes et à tous. On va attendre peut-être une minute que tout le monde nous rejoigne dans cette session. Je vois que le nombre de participants augmente, donc je suis ravi de vous accueillir. Et je vais vous laisser vous connecter en quelques minutes. L'occasion et le temps de présenter l'ensemble des participants de cette session, donc Docteur Entrepreneur Posture et Accompagnement. Alexandre Dancé, docteur de l'Université Claude Bernard Lyon 1, CEO de la startup Keros Discovery, qui développe des solutions thérapeutiques innovantes anticancéreuses. Bonjour et bienvenue, Alexandre. Bonjour. Bonjour. Amandine Benicourt, qui est docteur de l'Université Paris 7, cofondatrice et CEO de Adoc Talent Management, qui est le premier cabinet spécialisé dans le recrutement des titulaires de doctorat. Jeanne Lepayet ensuite. Bonjour et merci Amandine. Jeanne Lepayet ensuite, qui est docteur de Sorbonne Université et CEO de Blink, qui propose une solution d'innovation collaborative d'IA générative et qui a, je crois que c'est la particularité, de pouvoir s'adapter à tout support. Une innovation importante, je crois. Salut. On pourrait y revenir. Bonjour Jeanne, merci d'être là. Ensuite, Rita Pindia, qui est chef des programmes chercheurs et entreprises et chef de projet événementiel pour le réseau Curie, qui est l'association des professionnels de la valorisation de la recherche publique. Bienvenue Rita. Merci. Ensuite, Christelle Riva, qui est docteur de l'Université de Tours et chargée de mission coordination action transversale chez le Pépite Centre Val-de-Loire. C'est bien ça? Bienvenue. Bonjour, très bien. Et puis moi-même, qui suis responsable du pôle universitaire d'innovation Impulse. Donc, il faut savoir que les PUI ont été mis en place par le ministère via France 2030 et coordonnent et soutiennent les actions à l'innovation, notamment auprès des chercheurs dont font partie les doctorants. Et c'est ce pourquoi je suis ici. Et je suis ravi d'animer cette session avec l'ensemble des participants présentés ici. Peut-être, et avant toute chose, avant de commencer cette session sur docteur, entrepreneur, posture et accompagnement, je propose de peut-être partager quelques éléments un peu globaux, quelques chiffres un peu qui nous rassemblent ici pour dire qu'il y a un véritable enjeu, une véritable envie des doctorants aujourd'hui de pouvoir initier cette démarche entrepreneuriale. Pas uniquement par le nombre de participants qui commence à croître, mais aussi parce que je crois qu'il y a une étude qui a été menée par Piaget Talent et BPI France qui mettait en avant le fait que presque la moitié des doctorants estimaient ou avaient l'envie de découvrir la démarche entrepreneuriale. Et c'est vraiment cette envie qu'on a envie d'adresser en donnant à voir des retours d'expérience de doctorants dans ces démarches, mais aussi des retours aussi d'accompagnateurs de différents supports pour pouvoir montrer comment se lancer et comment développer cette démarche. Et c'est tout l'intérêt de cette session, d'avoir un maximum de retours d'expérience, des informations, que vous puissiez, vous, doctorants ou docteurs, au sein de vos universités, de vos établissements et même à titre personnel, identifier ces expériences, ces retours d'expérience et les acteurs clés à aller voir ou mobiliser pour vous lancer dans cette démarche et aller plus loin dans cette démarche de posture entrepreneuriale. En tout cas, on est vraiment ravis de vous accueillir. Et pour découper cette session peut-être en plusieurs points et pouvoir cadencer cette démarche, on a pensé à 3 temps qui semblaient intéressants. Tout d'abord, adresser ce que sont les chercheurs entrepreneurs en revenant sur le parcours, la diversité des profils pour être en mesure de se projeter, se rendre compte de la diversité des profils. Je pense que c'est quelque chose qu'on a noté comme très important en préparant cette session et sur lequel on va revenir. En second temps, on reviendra sur les dispositifs d'accompagnement pour se lancer. Et enfin, on conclura avec des retours d'expérience plus personnels en identifiant les facteurs clés pour se lancer, les choses déterminantes qui peuvent faire des déclics pour vous selon vos projets respectifs et votre démarche. Voilà. En tout cas, c'est vraiment sur ces enjeux qu'on voulait adresser. On est vraiment ravis de vous accueillir. Alors peut-être pour ce temps numéro 1 de se rendre compte de la diversité des profils de chercheurs entrepreneurs, je vais d'abord me tourner vers les 2 jeunes chercheurs qui se lancent dans cette démarche ici. Bon, on a plus de jeunes chercheurs dans la salle, mais plus spécifiquement vers Alexandre et Jeanne. Tout d'abord, peut-être Alexandre, est-ce que tu peux te présenter l'entreprise dont tu es CEO qui s'appelle Keros Discovery et voir un peu comment toi tu perçois le terme doctorat entrepreneur, ce que ça implique pour toi, comment est-ce que tu représentes cette dénomination? Est-ce que ça fait sens pour toi? Merci Benoît, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Alexandre, je suis donc le CIO, le Chief Executive Officer et cofondateur de Keros Discovery.
donc qui est une jeune start-up, une biotech basée à Lyon et qui développe, enfin qui est pour l'instant au stade préclinique et qui va développer jusqu'au stade clinique donc de nouvelles solutions thérapeutiques avec des applications potentielles en oncologie. Donc j'ai réalisé ma thèse entre différents laboratoires au sein de l'université de Lyon, du centre de recherche en cancérologie de Lyon, notamment, qui portait en fait sur le développement de petites molécules chimiques d'intérêt thérapeutique. Et disons par cette volonté de vouloir continuer ces travaux de recherche, enfin de les porter le plus loin possible, j'ai justement eu l'opportunité d'être accompagné par la SAT Pulsalis, donc la Société d'accélération de transfert de technologie de Lyon-Saint-Étienne, donc par un programme d'abord de maturation qui nous a servi donc juste après ma soutenance de thèse à continuer en fait ce projet, à réaliser donc ce qu'on appelle la preuve de concept, et ensuite à rentrer dans un programme dit d'incubation, donc pour commencer à structurer une société autour de ce projet, de créer Kairos. Et donc on a créé la société fin 2022, où on a fait rentrer donc, les premières subventions, une première levée de fonds. Et donc là, aujourd'hui, on a un programme principal qui qui cherche à développer une nouvelle solution donc pour le traitement de certains cancers. Et notre but, justement, notre modèle économique, comme c'est une solution qui est protégée par différents brevets, c'est de l'amener jusqu'en clinique, de faire ce qu'on appelle la preuve de concept chez le patient, de montrer l'efficacité et puis ensuite de se faire racheter par un grand groupe pharmaceutique. Très bien. Donc, pour toi, si je résume, être docteur entrepreneur, c'est finalement une transition entre ton travail de recherche que tu as mené pendant ta thèse et l'amener au service du patient dans le cadre de ton projet, de tes recherches, pour développer ce médicament à destination du public. Donc, c'est un peu la suite logique, en gros, de la paillasse vers le patient, en quelque sorte. C'est bien ça. Voilà, c'est exactement ça, c'est cette volonté justement de pousser, enfin, je pense que comme tout chercheur, jeune chercheur, de vouloir justement voir ces travaux de recherche, enfin, de donner quelque chose et donc de les porter en dehors de la paillasse, de leur donner une dimension, donc là en l'occurrence industrielle, et d'avoir un réel impact sur le monde de demain. En fait, c'est cette vision-là justement qui était appliquée, pour ça qu'on a créé Kairos Discovery. Très bien. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Je me tourne vers Jeanne maintenant. Peut-être tu pourrais te présenter plus rapidement, plus intensivement que la présentation rapide que j'ai faite au tout début, et peut-être présenter l'entreprise pareil que tu diriges, et d'apporter cette vision un peu complémentaire sur un autre modèle, une autre manière d'entreprendre, et ça serait particulièrement éclairant d'avoir ta vision, parce que je crois que toi aussi tu es docteur en cancérologie à la base, et ton projet est très différent, n'est-ce pas? C'est ça. Bonjour tout le monde, enchantée. Donc je suis Jeanne Lepayet, j'ai effectivement fait ma thèse à Sorbonne et c'était en biotech avec un axe en cancérologie. Et puis c'est en parallèle de ma thèse que j'ai commencé à concevoir mon projet d'entreprise. C'était pas du tout une volonté d'entreprendre initialement, c'était simplement qu'il y avait un problème que j'avais envie de résoudre à un peu plus grande échelle que ce que je faisais déjà. Donc le problème en question, c'est que lorsqu'on est chercheur, mais aussi lorsqu'on est simplement porteur d'une idée, on a besoin de la visualiser pour pouvoir la faire grandir, pour pouvoir développer sa réflexion dessus, pour pouvoir la communiquer aussi. Et la création de visuels, c'est à la fois un outil de communication et de réflexion qu'il est important que chacun des porteurs de connaissances et créateurs de connaissances puissent avoir entre les mains. Et moi, je passais une partie de mon temps libre à créer des visuels pour les autres. Et puis, je me suis dit, mais j'aimerais bien développer un outil pour donner à tous l'accès au dessin, donc au gribouillis, au visuel, comme pouvoir de communication et de réflexion. Donc, c'est en parallèle de ma thèse que j'ai commencé à concevoir ce logiciel-là. Et je dirais que la différence, c'est dans l'approche, c'est-à-dire que oui, on est docteur entrepreneur, mais en fait, on est assez isolé parce que ce n'est pas un projet que l'on porte avec ses directeurs de thèse ou avec le soutien du labo dans lequel on fait sa thèse. Maintenant, on est une belle équipe de 7 personnes. On a effectivement un soutien d'un autre type de labo parce que c'est pas en biotech cette affaire d'entrepreneuriat, c'est en intelligence artificielle. Donc, on est épaulé par le Sky et Sorbonne aussi. Et donc,
voilà, on a rattaché avec le monde de la recherche d'une autre manière. Et puis, ce qui a énormément aidé quand on est solo fondeur et qu'on connaît rien à l'entrepreneuriat et qu'on est voilà tout seul à lancer son équipe, ce sont les réseaux et notamment les réseaux d'étudiants entrepreneurs. Moi, j'avais la chance d'être suivie par le Pépite de Sorbonne Université. Donc, ouais, je dirais c'est un super beau challenge si vous avez envie de, voilà, si vous avez un problème que vous voulez résoudre ou une envie particulière d'entreprendre, parce que je sais que ça existe aussi, les gens qui démarrent l'entrepreneuriat juste par l'envie d'entreprendre. N'hésitez pas à vous tourner vers des acteurs qui peuvent constituer avec vous un réseau et surtout à parler de votre vision, de la solution que vous voulez développer au plus grand nombre autour de vous. Benoît, je ne sais pas si j'ai fait le tour de la question sur ce que tu voulais que je raconte ou pas. Moi, je trouve que c'est très clair et que c'est très bien. C'était justement l'occasion de voir un autre parcours de docteur entrepreneur, pas nécessairement sur ses travaux de recherche en tant que tel, mais plus dans la dimension de se lancer, etc. Et je pense que c'est un éclairage introductif qui est très intéressant. Et merci Jeanne, c'était parfait. Merci. Et c'est pour ça peut-être que je vais me tourner vers Amandine Vunicourt, qui est cofondatrice et associée de Haddock Talent Management, qui a accompagné beaucoup de docteurs depuis la création de Haddock Talent Management. Et je me dis justement qu'avoir ce retour d'expert qui est également docteur, n'est-ce pas, d'avoir cette vision un peu transverse, ça peut être intéressant. Comment est-ce que tu vois justement un peu la complémentarité de ces deux présentations et plus largement la notion de docteur entrepreneur? Qu'est-ce qu'un docteur entrepreneur finalement pour Haddock Talent Management? Alors, je vais déjà prendre la question déjà à mon échelle, puisque effectivement, moi, je suis docteur. Alors, j'ai touché l'oncologie aussi. Je ne sais pas s'il faut y voir un pattern dans les intervenants d'aujourd'hui, mais aujourd'hui, je ne suis plus du tout en oncologie. Et finalement, je dirais que je me rapproche peut-être plus de Jeanne, mais moi, c'est pas tant les compétences scientifiques de mon doctorat qui m'ont servi, c'est la connaissance de l'écosystème doctoral et du doctorat. Et moi, mon niveau, ce qui m'a poussé à entreprendre, du coup, c'est peut-être une troisième raison qu'on voit beaucoup chez les docteurs aussi. Je dirais que c'est plutôt une révolte, une cause qui me tenait à cœur et où j'ai eu envie de, à mon niveau, entreprendre pour faire bouger les lignes. Et faire bouger les lignes. Du coup, au niveau d'Haddock Talent Management, en fait, notre vocation depuis 2008, c'est de promouvoir les talents des docteurs et de favoriser l'irrigation du tissu socio-économique par les docteurs. Et du coup, je suis ravie d'être là parce que c'est clair que pour nous, l'entrepreneuriat par les docteurs, c'est un vrai vecteur de valorisation à la fois de ce vivier, mais aussi un levier d'employabilité quelque part, à la fois pour ceux qui entreprennent, mais aussi pour tout le vivier des docteurs, parce que quand on est soi-même entrepreneur et qu'on crée une entreprise, on se pose plus de questions. Les docteurs, ça devient le produit classique, entre guillemets. Voilà, donc j'ai fait ce petit aparté, Benoît, mais c'est aussi pour partager quelle casquette, quel regard je peux avoir dans cette table ronde. Moi, la première chose qui me vient en tête pour répondre à ta question, c'est que souvent, quand on pense docteur et entrepreneur, on pense effectivement deep tech. Et c'est clair que c'est important. C'est un levier de croissance, c'est important en termes d'impact pour apporter des solutions à tous les grands enjeux, quels qu'ils soient, environnementaux, sociétaux, de santé, etc. Et dans la deep tech, effectivement, je dirais, il y a trois personas clés, enfin trois types de profils qui vont entreprendre. Ceux qui, comme Alexandre, prennent vraiment plaisir à se dire je fais sortir les résultats de mes recherches du labo et je manuture une technologie et en soi, c'est la première motivation qui me pousse à l'entrepreneuriat. La seconde motivation, c'est de résoudre un problème pour lequel il n'y a pas de solution aujourd'hui. Parce que le problème nous tient à cœur. Et puis, il y a une troisième motivation. Alors, je dirais qu'en termes volumiques, c'est moindre, mais il y a aussi des docteurs qui ont envie d'entreprendre, en fait, et cherchent aussi la bonne idée, etc. Donc, ça existe beaucoup.
Maintenant, effectivement, et Jeanne l'illustre très très bien, l'entrepreneuriat c'est beaucoup plus large que la deep tech, donc on peut entreprendre sur ses compétences. Je pense que c'est un point qui est vraiment important à faire ressortir, parce que là je pense qu'on a un auditoire qui est très très large, et notamment en sciences humaines et sociales. Ça peut être plus dur de se projeter dans la deep tech, alors hors de quelques secteurs comme la EdTech ou de secteurs qui sont à la croisée avec le digital. C'est vrai que souvent on entend la deep tech, ça m'est inaccessible. Et pour autant, il y a énormément de docteurs des sciences sociales, des sciences humaines qui vont soit monter un cabinet de conseil et d'études, ou être indépendant freelance, et souvent vraiment en appliquant des méthodes issues de la recherche-action, des études sur des problématiques complexes, organisationnelles ou autres. Souvent aussi en gardant un lien avec la recherche, que ça soit dans leur méthode, dans les partenariats qu'ils peuvent avoir, mais aussi dans leurs clients. Enfin, c'est le cas d'Adoc aussi, hein, on garde ce lien avec tout l'écosystème doctoral. Et puis, plus à la marge, il y a aussi d'entrepreneuriat sans lien du tout avec le doctorat. Moi, j'ai accompagné un docteur qui est devenu ébéniste, une créatrice de bijoux, une créatrice d'un salon de massage alternatif, un créateur d'un restaurant, un créateur d'un GIE d'insertion par le travail pour les personnes avec certaines déficiences intellectuelles, une naturopathe. Et ce qui est marrant, c'est que même quand ils sont très, 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 très loin de ce qu'on pourrait imaginer pour un docteur, d'une part, ils gardent un peu une âme de chercheur. Ils font pas les choses de la même manière. Enfin, il y a vraiment des réflexes qui restent. Et puis, ils sont sensibles à l'impact. Et c'est vrai que c'est clairement une population où c'est rare qu'on naisse entrepreneur, qu'on soit entrepreneur né. Ils le sont devenus par la force d'une idée, d'une découverte, d'une rupture technologique qu'ils ont générée, ou d'une révolte face à un problème sans solution. Et c'est des gens qui sont très animés finalement par leur projet. Et il n'y a pas un profil unique de docteur entrepreneur. C'est une question que j'ai tout le temps. Au début, souvent, on va avoir, quand on est docteur, un peu le sentiment « Ah, mais je rentre pas dans le cadre, je colle pas à l'image d'Épinal du businessman. » Et donc, il y a tout ce côté, les accompagner à devenir finalement l'entrepreneur qu'ils aspirent à être et qui va faire bouger les lignes plutôt que d'essayer de rentrer dans une case. Mais bon, ça c'est un point où je reviendrai dans la question, dans la deuxième partie. Ouais, c'est le type d'accompagnement. Merci Amandine. Donc j'ai bien noté cette dimension aussi de recherche-action qui est intéressante, qui s'ouvre finalement à toutes les thématiques de chercheurs et d'avoir un peu toutes les thématiques de docteurs entrepreneurs et la diversité des profils à travers les différentes catégories ou les différentes possibilités. Et je trouve ça très éclairant de montrer que voilà, il n'y a pas de modèle préqualifié, que chacun avec son envie, son parcours et la richesse de son expérience peut se lancer dans cette démarche entrepreneuriale. Et c'est vrai que c'est une vraie force. Peut-être avant de passer la parole à Christelle Riva sur les actions du Pépite, revenir peut-être, ça a été évoqué rapidement, Amandine, sur la dimension deep tech ou la dimension de chercheur-entrepreneur, avec Rita, peut-être de faire un focus spécifique sur cette type on va dire de profil, c'est-à-dire de chercheurs entrepreneurs, de docteurs qui souhaitent entreprendre pour valoriser ses résultats. C'est le cas d'Alexandre. Et ça peut être l'occasion, Rita, de dire un mot sur le réseau Curie, la mission du réseau Curie et peut-être des précisions sur cette démarche de valorisation des résultats de recherche, à travers l'exemple d'Alexandre notamment. Bien sûr, Merci, avec Rita. plaisir. Alors, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Rita Pintia, je suis chef des programmes chercheurs et entreprise pour une association qui s'appelle le Réseau Curie, comme Benoît vient de l'indiquer. Et le Réseau Curie, en fait, c'est le réseau des professionnels de la valorisation de la recherche publique.
vous ne les connaissez peut-être pas. La valorisation de la recherche publique, c'est concrètement tout le processus qui va permettre de détecter un résultat de recherche qui se trouve dans un laboratoire de recherche publique et de l'amener vers le monde socio-économique. Donc évidemment, Amandine évoquait, il y a tout l'aspect deep tech, mais pas que, parce que je vois qu'il y a des questions sur les SHS dans le chat. C'est vraiment tout type de travaux de recherche. On va des SHS en passant par la deep tech, le médical, parce que ça semble être le fil rouge de la session. Et donc, le réseau Curie, en fait, il fédère l'ensemble de ces professionnels, sont membres du réseau Curie des établissements publics de recherche. Donc, vous les connaissez plutôt bien, j'imagine, puisque les universités sont membres du réseau Curie, mais également tous les autres établissements qui produisent la recherche publique en France, que sont les organismes de recherche comme le CNRS, l'INSERM, le CEA, les grandes écoles et les CHU, etc. Également toutes les structures qui opèrent l'activité de valorisation pour ces établissements. Et donc, dans docteur entrepreneur, il y a docteur, et donc les docteurs sont des chercheurs, et on a tout un volet, tout un programme en fait de sensibilisation à l'entrepreneuriat pour les chercheurs et les doctorants. Et le message principal que l'on fait passer à ces chercheurs et doctorants, c'est celui que je vais vous passer aujourd'hui. Si vous souhaitez, si vous avez l'envie de vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale issue de vos résultats de recherche ou des résultats de recherche de votre laboratoire, parce que c'est pas forcément les vôtres en tant que tels, c'est de contacter en fait votre service de valorisation, à l'image d'Alexandre et son témoignage qui a été mis en relation avec la SAT Pulsalis pour un programme de maturation qui a consisté en fait à rapprocher du marché sa technologie et pour lui permettre de créer sa société. Voilà, c'est le genre de choses qui est possible avec les services de valorisation de la recherche. Très bien, merci Rita pour ce complément. Avant de passer la parole à Christelle, j'ai oublié de le dire en introduction, mais je vois que les questions se posent quand même dans le chat. Vous avez le chat pour intervenir, mais vous avez aussi l'onglet questions dans lequel vous pouvez poser directement les questions aux intervenants. Alors je vois que certains l'ont fait déjà, mais n'hésitez pas, si vous voulez rebondir sur des propos qui sont tenus ou demander des compléments à intervenir, on y répond au fur et à mesure. Je me tourne maintenant vers Christelle, qui a la lourde tâche de conclure ce temps numéro 1 sur les différents parcours, les différents profils de docteurs entrepreneurs. Peut-être pour en savoir plus, peut-être pour conclure sur, on va dire, ta diversité des profils, et puis même peut-être un retour d'expérience sur le territoire de Tours. Je sais que à travers l'activité du Pépite et des différents acteurs mobilisés, il y a un accompagnement un peu spécifique, et ça fera la transition avec le temps d'après sur l'appréhension de ces différents profils, n'est-ce pas ? Ouais, ok, bah, super, merci Benoît pour cette super transition. Juste du coup, je vais en profiter pour me présenter aussi un peu plus en détail, parce que effectivement, il y a une thématique cancérologie, puisque j'ai aussi fait ma thèse en cancérologie, mais sur un virus du poulet, hein. Voilà, ça existe aussi, le cancer du poulet provoqué par un virus. Voilà, bon, ceci mis à part. Pardon ? Il y a un prisme un peu cancéro au niveau de 4 docteurs, 4 sur cette thématique, mais sur des thématiques avec finalement des actions très variées après. Ouais, c'est ça. Comme quoi, on peut faire plein de choses en étant docteur et aller dans plein d'endroits différents. Du coup, donc Pépite, on est le pôle entrepreneuriat étudiant. Donc, on a un dispositif du ministère qui sensibilise les étudiants de l'enseignement supérieur à l'esprit d'entreprendre, donc à la création d'activités, quelles qu'elles soient. Et on les accompagne s'ils ont un projet qui est un petit peu formalisé avec un statut qui s'appelle le statut national étudiant entrepreneur. Et on a créé un parcours un peu plus spécifique pour les doctorants qui s'appelle donc Pépite PhD. Et donc, effectivement, alors je vais vous parler plutôt sur Tours, mais finalement, c'est des choses aussi qui se retrouvent au niveau national entre nos différents, dans notre réseau de pépites, enfin de 33 pépites. Et effectivement, on retrouve cette diversité des profils. Et comme tu disais, Amandine, en fait, il n'y a pas un profil classique de docteur entrepreneur.
on le voit tout le temps. En fait, chacun est différent, chacun a un projet différent, et il y a des projets en lien avec leur thèse, des projets en lien plutôt avec les compétences de la thèse, et des projets qui ont rien à voir avec la thèse. Nous, par exemple, sur Tours, on a plutôt des projets, d'ailleurs, on a la moitié des projets avec des profils qui viennent de sciences humaines et sociales. Donc ça, je trouve que c'est plutôt aussi une bonne nouvelle. Et on a qu'un tiers des projets qui sont de la valorisation ou en lien, en tout cas, avec les projets de recherche ou avec leur thèse. Donc voilà, effectivement, on peut être docteur, entrepreneur, et que ce soit pas forcément lié à son projet de thèse, et on peut mener les deux en parallèle. Et voilà, donc Pépite, on vous accompagne, et nous on travaille avec tout le réseau local, notamment soit les services Valo et notre SAT équivalent, on va dire. Enfin, en tout cas, nos structures, dispositifs d'accompagnement à la valorisation, comme le disait Rita. Et voilà, on va en parler après, mais on travaille vraiment ensemble, quelle que soit la porte d'entrée, en fait, pour accompagner au mieux en fonction des projets. Et sur les profils des docteurs entrepreneurs, je vais quand même ajouter que, bon, il y a vraiment des parallèles, en fait, entre la démarche entrepreneuriale, la démarche de recherche, et que finalement, quand on a un profil docteur, en fait, on a déjà un profil entrepreneur. Et que, en fait, docteur entrepreneur, ça va un peu de pair. Enfin, pour moi, c'est un peu, voilà, ça va presque ensemble, en fait. Simplement, peut-être que les docteurs ne le savent pas encore, mais il y a des choses très similaires dans les façons de faire. Les temps sont pas les mêmes, mais dans les façons de faire, c'est très similaire. Ouais, merci beaucoup, Christelle. Je trouve que c'est cette continuité sur les compétences qu'a mentionné Amandine, qui sont propres au doctorat et qui peuvent aussi se retrouver dans une démarche entrepreneuriale, et qui montrent d'une part la diversité des profils qui se lancent. Je pense que les trois mêmes témoignages avec Amandine, qui se lancent dans une activité entrepreneuriale, une création d'activité, que ce soit Amandine, Jeanne ou Alexandre, une vraie illustration de cette diversité. Et ce qui est intéressant à travers l'exemple que tu soulignes de Tours, et qui permet de faire la transition juste après, c'est que c'était un peu l'enjeu, finalement, comme à Lyon et Saint-Etienne, avec ce que fait le PUI et puis les acteurs mobilisés, que ce soit le SAT, le Pépite, etc., qui travaillent conjointement, c'est de pouvoir accompagner, trouver des solutions intéressantes pour accompagner ces docteurs dans leur parcours entrepreneurial, quel qu'il soit, et en tenant en considération cette diversité de profils, la diversité de profils entrepreneurial, qui est important de souligner que on peut entreprendre, mais ça ne veut pas dire nécessairement créer une énorme boîte, ça ne veut pas dire le lancement d'une activité. Parfois, ça peut être une association. Voilà, c'est cette démarche un peu foisonnante qui est importante d'accompagner. Et je pense que c'est une bonne transition pour passer au temps numéro 2 sur les dispositifs d'accompagnement, et de commencer encore une fois par nos deux premiers témoins, Jeanne et Alexandre, sur vous avec vos deux profils un peu différents, d'entreprises un peu distinctes. Je voulais voir un peu, peut-être d'abord Jeanne, ton retour d'expérience sur les dispositifs dont tu as pu bénéficier au regard du développement de ton projet. En fait, concrètement, comment est-ce que tu as pu être soutenu? C'est quoi les éléments clés qui ont permis à Bing d'exister et d'être soutenu? Est-ce que tu nous faire un retour d'expérience? Je crois qu'il y en a beaucoup, c'est ça? Ouais, en vrai, il y en a. Alors moi, j'ai été très accompagnée par des réseaux. Je pense que quand tu entreprends, t'as plusieurs cas de figure. Soit tu as toi-même les compétences en interne pour faire le projet que tu veux faire, et donc tu le fais. Soit t'as pas les compétences en interne. En interne, ça veut dire toi ou toi et tes cofondateurs. Et dans ce cas-là, imaginons tu as quand même les ressources financières, donc tu vas payer les compétences pour faire ton projet. Soit tu n'as ni l'un ni l'autre, moi c'était mon cas, et donc le seul ressort que tu as, c'est de parler de ton projet au maximum, d'aller faire des concours, de rendre visible ton projet pour intéresser des personnes à le rejoindre, et d'aller chercher de l'argent, soit sous forme de concours, soit sous forme de prêts, de subventions, etc. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Au total, j'ai été accompagnée à la fois par Willa, à la fois par donc Willa, c'est un accompagnateur d'entrepreneurs femmes, parce que au départ mon projet était à la fois artistique, à la fois scientifique. C'était compliqué d'avoir un peu le cul entre deux chaises, pour dire les choses, et donc c'était pas facile de savoir vers qui me tourner.
Donc un incubateur pour les filles, je me suis dit bon, il n'y avait pas trop de doute sur le fait que j'étais d'une fille, donc du coup je suis allée là-dedans. Après ça a été le réseau Pépite que j'ai pas connu tout de suite, c'est pour ça que je dis après, qui a été vraiment un des meilleurs tremplins de mon parcours aussi parce que ça m'a permis d'aller chercher mon premier prix avec de l'argent à la clé qui était le prix Pépite France à ce moment-là. Et puis après il y a eu Réseau Entreprendre, donc ça c'est un prêt d'honneur à votre nom. Donc moi, c'était avec Réseau Entreprendre Essonne. C'est un prêt de 50 000 euros. Je suis partie avec 100 euros. Hein, donc voilà, les choses sont possibles aujourd'hui. On a 670 000 euros entre les business angels et les subventions. Donc il y a aussi la BPI qui m'a bien soutenue parce que c'est la bourse French Tech Émergence que je suis allée chercher. Donc c'est 90 000 euros. Bon voilà, c'est des détails de step by step. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre par ça, c'est que chaque accompagnement vous ouvre un réseau. Quand je dis qu'il vous ouvre un réseau, c'est-à-dire que c'est toujours à nous de créer les opportunités. Il vous prend pas par la main pour vous dire bah tiens on va faire les choses ensemble. Non, c'est plutôt voilà le champ des possibles, mais à nous d'aller activer ces opportunités là. Et pour le faire, il faut parler de ses besoins et de là où on en est. Et puis après, pour monter des financements jusqu'à recruter une équipe, donc ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est vraiment de l'étape par étape. Il faut commencer petit et cumuler une sorte de boule de neige et pouvoir réenchérir sur cette boule de neige au fur et à mesure qu'on avance dans le développement. Voilà. Et sinon, je rejoins complètement ce qui a été dit avant. Les compétences des docteurs, des doctorants, elles sont vraiment proches de ce qu'on retrouve en entrepreneuriat. Je veux dire, ceux qui disent le contraire, c'est des personnes qui connaissent pas le monde de la recherche parce que on est en train de chercher des financements, de monter des projets, de tester des hypothèses, de valider des hypothèses. Par contre, je mettrais quand même le point de monter une équipe même. Je mettrais un point sur une grosse différence, à mon sens. C'est que un chercheur va attendre d'avoir toutes les preuves avant d'avancer quelque chose, un projet par exemple, alors que l'entrepreneur a plutôt intérêt à vendre une idée avant d'avoir finalisé cette idée-là. Donc ça, c'est à mon sens une des grosses différences de posture entre docteurs et entrepreneurs. Merci beaucoup, Jeanne. Je vois qu'il y a des petits pouces qui approuvent ton message. Peut-être un petit complément par rapport à ce que tu as dit. À travers les différents soutiens, donc j'ai compris Willa, Réseau Entreprendre, Pépite, BPI ensuite, tu as pu mettre en avant en gros le prix, la visibilité que ça a pu te permettre d'obtenir. Mais il y avait quelque chose, peut-être, je veux voir comment est-ce que ça a apporté aussi, est-ce que ça permet finalement d'acquérir aussi de la confiance dans le projet aussi pour quand on est solo entrepreneur, ce qui est ton cas, c'est aussi de pouvoir prendre confiance petit à petit, structurer le projet, avoir ses retours, c'est aussi de l'accompagnement humain finalement. Dans ces différentes personnes que tu as pu rencontrer? Ouais, alors c'est vrai, il y a l'accompagnement humain qui fait les deux. Hein. À la fois, il te donne confiance et à la fois, quand la personne te dit oui, t'es en retard sur la partie vente, t'es en retard sur la partie je sais pas quoi, bah il te donne confiance. Je veux dire, il te met un coup de pied aux fesses, mais t'angoisses un peu quand même. Donc non, c'est bien, ça fait réagir. Par contre, toi, tu mets le doigt sur un truc super important que j'ai pas dit. Un projet robuste dans lequel on peut avoir confiance et qu'on peut porter. C'est un projet qui s'est pas construit tout seul dans notre tête. C'est un projet qui s'est confronté dès le départ, à la fois à une réalité marché, à une réalité business, à une réalité de partenariat, à une réalité tech, selon votre projet bien sûr. Et en fait, le fait d'en parler avec le plus de personnes autour de vous et des personnes qui sont de confiance ou qui ont pas d'intérêt direct à vous faire couler ou à vous faire réussir, mais juste qui sont neutres avec ça, vont vous apporter leur point de vue, vous poser des questions que vous ne seriez pas forcément posées. Et c'est comme ça que le projet grandit d'une manière vraiment robuste. Donc, j'invite les gens qui ont des idées à en parler le plus tôt possible et le plus vite possible. C'est comme ça que ça grandit. Mon projet a énormément évolué. Il évolue grâce à l'intelligence collective des gens qui participent à me dire ce qu'ils en pensent ou à me faire des retours. Voilà. Et ça, c'est vraiment enrichissant. J'en profite aussi pour rebondir sur un point. Il y a pour entrer dans l'univers entrepreneur, il n'y a pas forcément besoin d'être entrepreneur. Dans l'équipe aujourd'hui, j'ai recruté 2 autres jeunes docteurs.
qui débarquent juste après leur thèse dans la start-up. Une personne que j'avais rencontrée pendant la thèse et une personne que je connaissais pas du tout. Et en fait, les jeunes docteurs sont assez friands de se détacher des grands groupes aujourd'hui et de voir que leur action, ce qu'ils sont en train de faire, a un impact direct réel, dans le monde du réel. Donc ça, c'est leur retour que j'ai eu quand ils ont rejoint la start-up. Donc, c'est des profils que je vois là dans l'équipe, qui s'adaptent hyper bien à tout type de situation. Enfin, vraiment, quand vous êtes docteur, vous êtes vraiment fort à apprendre vite, à vous adapter vite, à rebondir vite et lâchez pas ça des yeux parce que faut se faire confiance là-dessus. C'est-à-dire, je suis docteur et je peux m'en rendre compte, mais surtout, je vois les jeunes docteurs que j'ai embauchés et ça fait clairement partie des meilleurs profils de l'équipe. Très bien, merci beaucoup Jeanne. Je me tourne vers Alexandre peut-être pour compléter sur les dispositifs d'accompagnement. Alors, sur les retours d'expérience, tu as mentionné déjà la maturation, mais en gros, sur un projet un peu tech en lien avec la thèse, finalement, comment est-ce qu'on va depuis le laboratoire, j'imagine, avec l'encadrant, jusqu'à des levées de fonds, puisque je crois que c'est l'actualité de Kairos qui a pu récupérer des fonds dernièrement et qui se dirige vers cette démarche, c'est bien ça? Oui, exactement. Jeanne a dit beaucoup de choses justement pour compléter sur les différents points. Il y a énormément d'aides qui sont proposées, qui sont mises en place à l'échelle nationale. Donc, on a au départ effectivement les SAT, différents réseaux qui permettent de faire émerger, d'aller sortir justement le projet en dehors du laboratoire, donc avec un accompagnement de maturation et d'incubation. Et le relais est tout de suite pris en fait derrière, notamment par BPI France, avec des bourses, des concours. On a, nous, en fait, en T-Création, on a pu concourir au concours d'innovation IPHD et iLab, donc qui permettent à la fois de monter en compétences avec différents types de formations, et puis aussi d'avoir une partie financière qui est récupérée. Donc avec ça, et ce que disait Jeanne pour compléter, c'est en fait l'argent aussi amène l'argent. Donc en allant chercher des premiers concours qui sont notamment reconnus par l'État, avec un soutien de la BPI, un soutien des premiers investisseurs, en fait on arrive justement à convaincre derrière des banques, etc. Et donc nous, c'est ce qu'on a fait pour Kairos, où on avait candidaté, on a obtenu en fait la même année en T-Création le concours d'innovation IPHD à iLab. Et on a réussi en fait à faire venir plus d'1 million, 1,2 million au moment de la création, donc entre des prêts et puis des investisseurs. Alors au départ, c'est toujours pareil, hein, les investisseurs, c'est pas forcément les grands groupes qui vont venir tout de suite, donc il faut se tourner vers des business angels, des gens qui vont mettre des tickets un peu moins importants, mais avec ça justement, ça permet donc de passer différentes étapes, de faire encore maturer le projet et puis justement donc d'après d'envisager des levées de fonds plus importantes. Et donc nous, c'est ce qu'on a fait avec Kairos. La première année, on a finalisé sur 2023 justement la preuve de concept. Donc chez l'animal, hein, dans les études dites précliniques. Et avec donc ces premières levées de fonds, ces premiers prêts qu'on a fait, maintenant, on se tourne vers une levée de fonds beaucoup plus importante auprès justement maintenant d'investisseurs donc au niveau national, européen ou même mondiaux. Et merci Alexandre. Peut-être un complément. Donc là, on est sur la dimension levée de fonds qui est finalement niveau assez avancé du projet, mais au tout début. C'est-à-dire quand tu étais en thèse, en première ou deuxième année, je pense qu'on s'est rencontrés la première fois, tu suivais un peu, tu avais envie de te former sur cette démarche entrepreneuriale via des formations doctorales, je crois, de l'université. Et il y avait un soutien aussi, j'imagine, dans les dispositifs d'accompagnement auprès des encadrants. Finalement, quel était le lien avec ton laboratoire, tes encadrants de thèse dans cette démarche entrepreneuriale, plutôt pour revenir à la jeunesse du projet? En fait, au départ, ce lien n'existait pas. Disons que j'ai toujours été soutenu par mes encadrants, mais derrière, en fait, j'avais aucune connaissance de cet écosystème, de tout ce monde qui gravite en fait autour de l'entrepreneuriat, de toute cette communication qui est faite. Et c'est justement en participant à différentes formations qui sont soit dispensées par l'université, par les SAT, par la BPI, qu'on arrive justement à être en lien, à créer un réseau, à rencontrer d'autres entrepreneurs.
Donc, ce type de formation, justement, est très important et nous permet voilà, de commencer à tester, d'avoir une autre vision, de se rendre compte qu'il y a tout un monde, en fait, qui existe à travers, justement, après le laboratoire. Et donc, voilà, c'est en participant à toutes ces formations. Moi, là, je parlerai finalement de ce qui s'est fait sur Lyon, mais j'imagine au niveau national, il y a énormément de dispositifs qui sont mis en place. Et c'est à travers ça, justement, qu'on arrive à trouver sa position, d'affiner sa vision, puisqu'elle est en perpétuelle évolution. Hein. Ce que j'imaginais au début de Kero, ce n'est pas ce qu'il en est aujourd'hui. Donc, oui, c'est ce que tu dis. Dans une précédente intervention que tu avais faite, tu avais mentionné le fait que c'était étape par étape. Et finalement, ce qui est intéressant dans les dispositifs d'accompagnement, c'est qu'il y a une bonne complémentarité et qu'au moment où tu as lancé et initié le projet de dire j'ai un tas de thèses qui pourrait être intéressant vers la société, tu ne te rendais pas compte nécessairement de la montagne que tu allais gravir étape par étape. Et finalement, de le faire en étant bien accompagné, tu le fais étape par étape sans te rendre compte de tout ce que tu as accompli. Sinon, tu aurais peut-être eu peur au début, non? Oui, forcément. Nous, par exemple, sur un modèle de biotech où pour arriver là où on veut arriver, ça va être des dizaines de millions d'euros qui doivent être relevés. C'est sûr qu'au départ, en sortant d'une thèse, ça effraie forcément. Il y a beaucoup de choses. Et puis le temps qui est passé entre la partie scientifique, entre la partie management, de créer une équipe. Voilà, c'est effectivement, il faut y aller. Il faut se décider à un moment donné d'y aller, mais c'est une montée en compétences qui se fait progressivement, qui se fait avec un accompagnement par les SAD, par la BPI, par différentes formations, et c'est grâce à ça justement qu'on arrive à développer justement sa société. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Je me tourne vers Amandine. Alors, au regard de l'accompagnement qui est proposé par Adoc et puis ton expérience en tant que docteur également, j'imagine que tu as pu accompagner, je crois, certains qui sont dans la salle déjà dans cette démarche ou renseigner. Je voulais voir un peu le regard que tu portais sur cette idée d'accompagnement, l'idée des bons dispositifs d'accompagnement pour les docteurs, pour les doctorants. Quels seraient les éléments clés pour toi et comment est-ce que tu réagis par rapport à ça? Voilà. D'accord. Alors, je vais déjà rebondir sur deux points parce que du coup, Jeanne, on va se trouver un autre point commun. Moi aussi, j'ai été accompagnée par Willa, qui à l'époque s'appelait Paris Pionnière, puisque du coup, ayant créé une entreprise dite de services innovants en 2007-2008, il y avait absolument point de salut pour le service en termes de dispositifs d'accompagnement. On n'était pas forcément voulu dans les incubateurs, etc. Mais effectivement, la carte entrepreneuse avait fonctionné. Et puis, le petit pied de nez derrière, c'est qu'on a été en France le premier cabinet de recrutement JEI, puisqu'on a beaucoup investi en termes de R&D. On a un labo en interne avec 10 chercheurs chez nous. Mais voilà, mais on n'en rentrait pas dans le cadre, comme très souvent. On ne rentre pas dans le cadre. Et c'est aussi la problématique que peuvent avoir, j'ai vu certaines questions de jeunes chercheurs en sciences humaines et sociales qu'on peut avoir parfois. Et puis, je rebondis aussi sur Alexandre, qui est un profil d'extraterrestre dans les lauréats iPhD, puisqu'il était iPhD et iLab en même temps. Sachez, je le dis pour le public et Alexandre, que vous pouvez remporter, être lauréat du concours iPhD en étant beaucoup moins mature en termes de maturité entrepreneuriale et de maturité du projet. C'est aussi pour rassurer. Maintenant, je vais répondre à ta question, Benoît. Désolée, j'avais envie de rebondir sur ces deux points. Alors, nous, au niveau d'Adoc Talent Management, on fait à peu près 300 jours de formation par an et ça va vraiment depuis de la sensibilisation très amont et jusqu'à des gros programmes d'accompagnement. Donc, je vais me positionner sur à quoi ça répond en termes de besoins parce que c'est pas du tout le même positionnement. De la sensibilisation très amont, on en fait sur des collèges doctoraux ou des pépites, comme avec Christelle, par exemple, dans les intervenants du jour. Et là, vraiment, l'idée, c'est d'insuffler l'esprit entrepreneurial qui sert bien au-delà de l'entrepreneuriat quand on est un jeune chercheur.
c'est finalement, alors j'avais une expression depuis une douzaine d'années, je me suis rendu compte que quelqu'un de bien plus célèbre que moi dans l'univers Deep Tech l'utilise aussi, c'est devenir chercheur entreprenant. Xavier Duportet, qui a créé l'Automorrow notamment, avec toute l'actualité d'hier, utilise aussi cette expression. En fait, insuffler cet esprit, ça sert y compris dans l'univers académique. Pour ceux d'entre vous qui aspirent à être chercheurs académiques, c'est aussi voilà, savoir porter ses projets, sortir du cadre, être proactif, pousser les lignes, etc. Et du coup, sur ces dispositifs de sensibilisation amont, en fait, sortir de la terminologie entrepreneuriat, ça permet de faire venir certains jeunes chercheurs qui se reconnaissent pas dans ce terme. Ça peut aller sur des terminologies type valoriser ses travaux, avoir un impact sur des grands enjeux, monter un projet innovant. Et puis également, ce qui va permettre de désinhiber, de casser certains verrous que l'individu peut se mettre, c'est d'aller à la rencontre des startups. Et je sais que nous, dans les choses où je vois que ça a un vrai impact sur les carrières derrière, on monte des challenges innovation, entrepreneuriat, je sais pas comment les appeler, où on permet à des groupes de jeunes chercheurs de s'essayer au fait de travailler sur des problématiques business de toutes jeunes startups. Et en fait, on les amène à sauter dans le grand bain sans brassard. Et il y a un effet très waouh quand ils s'aperçoivent qu'en fait, au bout de 8 jours, ils ont délivré quelque chose de super qu'ils ne s'attendaient pas à être capables de faire. Et que leur démarche scientifique, je rebondis sur ce que Jeanne a dit, parce que j'abonde évidemment dans cette approche, la démarche scientifique permet de s'atteler à des problématiques complexes, quelles qu'elles soient. Mais voilà, mais donc sur ces programmes, je dirais plutôt côté sensibilisation, je pense qu'on est vraiment plutôt sur à la fois faire développer certaines compétences et puis aussi conscientiser certaines compétences qu'on a déjà en soi et puis se dire ça fait partie de mon champ des possibles parmi d'autres options. Maintenant, sur les programmes d'accompagnement, donc là, on va intervenir, nous, dans le cadre d'incubateurs, de programmes comme les pépites Deep Tech, j'ai vu que ça aurait été discuté. Alors, par exemple, à Sorbonne Université ou Jeanne, il y a un programme qui s'appelle My Startup Programme, mais qui est pour la Deep Tech. Voilà, à Initium à Montpellier, il y a aussi un programme équivalent, etc., etc. Et là, il s'agit d'accompagner les porteurs de projets. C'est également ce qu'on fait dans le cadre de très gros programmes qui durent en fonction des cas, entre 5 mois et 1 an. Donc, comme l'accompagnement des lauréats du concours ePhD ou l'accompagnement des lauréats de l'EIC, European Innovation Council, Pathfinder et Transition. Je vous souhaite de l'être. Alexandre, ce serait la prochaine étape peut-être. Oh non, ça va passer vers des levées. Et où là vraiment, nous, à notre niveau d'Ad-Hoc Talent Management, on reste sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire accompagner les enjeux humains. Et on va intervenir en tant que formateur et coach sur des choses qui vont du très amont. Donc, typiquement, ça va être la réassurance dans ces compétences acquises par la pratique de la recherche et leur transfert vers l'entrepreneuriat. Ça va être la définition de la vision, de la mission, des valeurs. Ça va être le choix du rôle dans la startup, CEO, CTO, autre chose. Ça va être la construction de l'équipe. Et puis, ça va être aussi dans le cas où, finalement, à l'issue de ces programmes, on décide que le meilleur choix pour soi, c'est pas d'entreprendre, soit parce que le projet, il n'y a pas le marché nécessaire en face pour lever les fonds qui sont nécessaires pour
pour, soit parce que on n'est pas fait pour, ou parce qu'il y a un désaccord de fond entre associés, etc. Et ben, là, l'idée, c'est de voir comment on peut valoriser son profil vers d'autres types de carrières ouvertes aux docteurs. Et ce qui est très marrant, c'est qu'en fait, je pense que statistiquement, je peux dire que c'est probant maintenant, mon échantillon est suffisant. En fait, ces gens-là, ils restent dans l'écosystème entrepreneurial et deep tech, vraiment. Donc, soit ils rejoignent d'autres startups, et des fois au sein d'un même programme, par exemple sur les lauréats e-PhD, on est sur une cinquantaine de lauréats, alors moins sur ton année, Alexandre, mais sinon une cinquantaine. Bon, il y en a qui vont faire des transfuges vers d'autres startups créées par d'autres, ou l'écosystème des SAT, des incubateurs, etc., etc. Merci beaucoup, Amandine. Je me tourne vers Rita, peut-être en complément de ce qui a été présenté. Est-ce que tu vois des choses à rajouter, peut-être sur la partie soutien à la valorisation ou de l'accompagnement spécifique? Bon, il y a un peu de pression, mais un accompagnement spécifique quels sont les acteurs clés à solliciter pour valoriser les travaux de recherche, sur la partie valorisation? Bien sûr, oui, je vous le disais dans la première partie, si on veut entreprendre à partir de ses résultats de recherche ou des résultats de recherche d'un laboratoire, de son laboratoire, il faut contacter un service de valorisation. Mais où se trouve-t-il? Eh bien, il y en existe de plusieurs sortes. Il y a de deux types en fait. Il y a des établissements publics, donc universités, grandes écoles, organismes de recherche, CHU, etc., qui ont des services de valorisation directement intégrés à l'établissement, qui font partie intégrante de l'établissement public. Et puis, il y a d'autres structures qui opèrent l'activité de valorisation pour le compte d'établissements publics. Ça va être le cas de structures comme, par exemple, INSERM Transfert pour l'INSERM et le côté plus santé, INRAE Transfert, Capacité pour l'Université de Nantes, et également les SAT, dont on a beaucoup entendu parler depuis le début de cette session, qui également opère l'activité de valorisation pour le compte d'établissements publics. Et donc toutes ces structures en fait que vous pouvez contacter représentent la grande famille des valorisateurs de la recherche publique. Et donc, du coup, en termes de dispositifs d'accompagnement, alors Amandine parlait de sensibilisation et effectivement, la sensibilisation des chercheurs et des doctorants fait partie intégrante de l'activité des services de valorisation de la recherche. Ils le font et développent cette activité, mais pas que. Et en fait, les services de valorisation, entre autres choses, parce que là, on est spécifiquement sur la partie entrepreneuriat, mais globalement vont accompagner les travaux de recherche et les chercheurs jusqu'à l'aboutissement d'un projet. Ça prend plusieurs formes. Il y a la détection d'abord des résultats de recherche exploitables, la protection de ces résultats de recherche, et j'insiste beaucoup là-dessus, puisque lorsque l'on va entreprendre, c'est important de protéger ces travaux de recherche. Il y a la définition de la voie de valorisation aussi, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas forcément la seule voie possible pour un résultat de recherche. Et une fois qu'on a défini la voie de valorisation et que l'on a choisi l'entrepreneuriat, il y a également tout cet accompagnement qui va être fait par le service de valorisation. Donc ça peut prendre plusieurs formes, mais selon le besoin du chercheur ou du doctorant, jusqu'à la création d'entreprise. Et je peux peut-être citer un exemple pour rendre un petit peu plus concret, parce que je l'ai eu il y a pas longtemps. C'était un chercheur qui a été contacté
en fait, c'était un doctorant, même c'était un doctorant qui avait un projet de création d'entreprise. Alors, je peux pas trop en dire sur ce qu'il faisait. Néanmoins, il avait un objectif très précis de marché qui était plutôt B2B, etc. Il se fait contacter en parallèle par un financeur, un business angel, qui essaye de l'amener vers un autre marché de démultiplier en fait ses cibles et en fait ce doctorant a été voir son service de valorisation pour lui dire voilà, j'ai été contacté par ce business angel qui veut que je me tourne un peu plus vers là et c'est vraiment le service de valorisation toujours dans ce côté accompagnement lui a posé la question mais est-ce que tu te sens toi de démultiplier tes cibles ou est-ce que au contraire il faudrait pas que tu te focuses sur une cible en particulier pour commencer, pour éventuellement après aller adresser d'autres cibles. Et c'est aussi ça, quelque part, un peu le travail du service de valorisation. C'est aussi d'accompagner et d'aider sur ces points-là. Merci beaucoup, Rita. Je peux peut-être compléter avant de te donner la parole, Christelle, avec un exemple, celui de... Alors, je connais avec ma casquette P8, qui est de la SAT locale, donc la SAT Pulsalis, qui accompagne chaque année des doctorants dont fait partie Alexandre pour participer à ces différentes actions de sensibilisation et de détection de projets issus de la thèse. Et c'est vrai que depuis qu'on a lancé un dispositif qui s'appelle Explora, qu'on fait avec le PEPIT, en rassemblant les différents acteurs locaux sur l'accompagnement et le doctorat, il y a eu plus d'une centaine de doctorants qui ont été accompagnés. Aujourd'hui, c'est presque 10 startups qui ont été créées. Et sur ces 10 startups, je crois que la SAT a financé à peu près 3,5 millions d'euros qui ont été dédiés à ces projets issus de la thèse pour justement faire de la maturation technologique dans le laboratoire. Ça veut dire permettre aussi aux doctorants, à l'issue de sa thèse, d'être recrutés dans le laboratoire en postdoc, en quelque sorte, pour réfléchir à la conception de la startup, à la modélisation économique du projet, mais surtout la maturation technologique de comment est-ce que ce projet va maturer techniquement dans les laboratoires. Et ces projets qui ont été soutenus avec cette enveloppe, c'est pas anodin et c'est vraiment le travail des acteurs de la valorisation et de la maturation sur les sites de pouvoir accompagner la croissance technologique de ces inventions dans le laboratoire. Mais voilà, je voulais juste illustrer localement, mais c'est qu'une petite partie, c'est l'exemple d'Alexandre et ce qui a été expliqué, c'est qu'il y a une vraie diversité d'accompagnement qui se font au regard des différents projets, que ces projets soient technologiques ou issus de la thèse ou des projets plus généralistes qui nécessitent un accompagnement adapté. Et je crois que c'est justement un peu le leitmotiv de la tour Christelle, d'avoir en gros un accompagnement le plus fin possible en fonction des profils que tu rencontres. Et je crois que c'est exactement ce que tu es en train de faire dans le chat. Je vois en train de recommander telle ou telle personne, d'aller voir telle ou telle personne, mais c'est d'identifier les personnes relais que tu es localement pour pouvoir au mieux orienter, accompagner et trouver les bons relais par rapport aux différents profils. C'est bien ça ? Exactement. Bah, voilà. Et du coup, pour compléter, c'est exactement ça. En fait, il y a une diversité d'acteurs en fait localement. Alors, il y a des acteurs locaux et des acteurs nationaux. Et donc là, en gros, on est plutôt, on va représenter nos réseaux nationaux. Mais en fait, localement, vous avez vos acteurs, donc que ce soit Pépite, les SAT, vos services Valo. Voilà, enfin bref, en tout cas localement vous avez vos propres acteurs qui vont vous accompagner et il y a une vraie complémentarité entre tous les dispositifs et tous les accompagnements possibles et alors l'idéal en fait c'est d'être alors je vais pas dire partout, mais en tout cas d'avoir ce co-accompagnement qui est complémentaire selon vos projets et selon aussi votre profil, parce que on va être des aiguilleurs et on va vous orienter vers les bonnes personnes. Et quelle que soit la porte d'entrée, si vous venez chez Pépite et que en fait vous avez besoin d'une SAT ou que vous avez besoin je sais pas, ou d'un incubateur, en fait, on va vous orienter vers le bon parcours. Et pareil, si vous arrivez via une SAT et que vous avez besoin de pépites parce que votre projet finalement ne concerne pas la SAT, c'est pareil, on va vous réorienter. Et quand votre projet concerne les deux, on peut faire des co-accompagnements qui sont plutôt très efficaces et très pertinents pour les projets. Et donc chez Pépite, donc on accompagne
avec le statut qui s'appelle le statut national étudiant-entrepreneur. Donc ça, c'est quand on est étudiant, et on accompagne aussi les jeunes docteurs, donc les diplômés de moins de 5 ans, les jeunes diplômés avec un diplôme qui s'appelle le diplôme étudiant-entrepreneur. Et donc ça, c'est pour les projets qui sont un petit peu avancés. Et pareil, en fait, localement, rapprochez-vous de vos écoles doctorales, de votre collège doctoral, de vos services Valo, parce que il y a très certainement plein d'actions qui sont à votre disposition sur la sensibilisation, qui viennent de vos pépites, de vos SAT, qui soient faits ensemble, peu importe. L'important, c'est que vous y soyez et que vous en bénéficiez. Mais voilà, rapprochez-vous. On a, alors, pour vous donner l'exemple, en Centre Val-de-Loire, on a un séminaire de 3 jours, par exemple, justement sur une formation à l'esprit d'entreprendre. Donc, on fait avec Amandine, d'ailleurs, voilà, qu'on fait en anglais et en français, parce qu'il y a, je voulais aussi préciser qu'il y a certains dispositifs qui sont en anglais, parce qu'on a un public beaucoup anglophone sur la population des doctorants et des jeunes docteurs. Et il y a aussi des actions nationales comme Startez ou les concours d'innovation ePhD, et puis ensuite iLab, Innov, etc., qui vous sont dédiés. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous rapprocher. En fait, ne restez pas seul. Voilà. Ne restez pas dans votre coin, allez taper aux portes, essayez, voilà, et après, en fait, la pelote va vous allez tirer le fil de la pelote, et on va vous aider à tirer le fil de la pelote pour aller trouver et vous orienter, en fait, vers les meilleurs dispositifs pour votre projet. Oui, c'est exactement ce qu'on s'était dit dans notre rendez-vous préparatoire, Christelle, c'est cette nécessité d'oser. Il peut y avoir un côté un peu inquiétant, ce foisonnement d'acteurs qui sont là pour accompagner, mais c'est finalement, aussi parce que chacun des profils est très distinct, et c'est de l'enjeu de pouvoir accompagner au mieux et de trouver le bon interlocuteur au bon moment, et surtout de se dire qu'il peut y avoir une complémentarité d'un outil à l'autre. Tu as évoqué les allers-retours entre pépites, SAT, accompagnateurs, les dispositifs locaux et nationaux, et c'est autant finalement de ressources pour pouvoir avancer. Et il y a un mot que tu disais aussi, c'est oser, hein. C'est-à-dire que c'est important de se lancer et de se dire de toquer à une porte, quitte à être redirigé. Je pense que c'est un peu ce que tu voulais dire. Oui, et c'est ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de risque à oser, et que les dispositifs, en fait, on est là justement pour vous accompagner. Et vous êtes aussi alors certes, vous avez un travail énorme en thèse, mais c'est aussi un bon moment justement pour tester, parce que vous le faites aussi quelque part en sécurité. Parce que vous avez un salaire, et parce qu'en fait c'est le bon moment de d'oser, de tester. Vous risquez rien en fait, juste à échouer. Et en fait, même si vous échouez, et quelque part échouer, ça vous fera grandir et ça vous fera progresser, parce que de toute façon vous aurez créé des compétences, comme le disait très bien Amandine. En fait, ce sont des compétences que vous allez développer, qui seront mobilisables ensuite dans n'importe quel contexte professionnel. Et ça, en fait, finalement, quel que soit votre carrière après, c'est ça le plus important. Et de ensuite savoir les mettre les mettre en valeur, en fait, en avoir conscience et les mettre en valeur. Alors bon, nous chez Pépite, on insiste là-dessus, hein, sur les compétences développées, les compétences des docteurs, vous aider à en prendre conscience. Vraiment, c'est important pour nous, pour vous, voilà, que vous développiez vos compétences. Et en fait, c'est pour développer votre esprit d'entreprendre, au sens de la création d'activités et de la création de valeur. Et on peut être salarié et avoir l'esprit d'entreprendre. Et avoir, on dit, on est souvent sur la même longueur d'onde, hein, mais avoir cette philosophie d'être entreprenant finalement où qu'on soit, et d'avoir ces outils, et que au-delà du parcours d'accompagnement, ce qui est important, c'est le chemin en fait que vous allez avoir emprunté, les compétences que vous allez développer. Et aussi l'entrepreneuriat, c'est pas forcément être CEO. Donc là, je rejoins aussi ce que disait Jeanne. En fait, on peut très bien avoir l'esprit d'entreprendre et être salarié dans une start-up, et avoir participé en fait à ces accompagnements, à ces formations sur l'entrepreneuriat. Ça vous permet d'avoir une acculturation à ce monde-là, et d'y être un peu plus à l'aise en sortant de votre thèse. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher, à aller vous former, vous rapprocher de vos acteurs locaux, à vous former sur ces sujets-là, parce qu'en fait, ça sera une expérience qui vous servira toute votre vie.
Et que vous créez ou pas, bon, quelque part, peu importe, parce que peut-être que vous n'allez pas créer tout de suite après votre thèse, peut-être que ça sera dans 5 ans, peut-être que ça sera dans 10 ans, peut-être que ça sera jamais. Et en fait, c'est pas grave. L'important, c'est que déjà, vous en ayez l'idée, l'envie. Si vous en avez l'envie, vous osez. Et sinon, mais peut-être que ça se fera plus tard. Et tout est bien. Merci beaucoup, Christelle, pour ces propos très motivants, j'ai trouvé. Et je trouve ça très intéressant parce que finalement, dans l'ensemble des dispositifs qui ont été présentés d'un point de vue retour d'expérience ensuite pour montrer un peu la diversité des parcours, j'ai l'impression qu'il y a des outils finalement ou des dispositifs locaux pour se former. Parce que tu as mentionné côté Tours, mais il y a la même chose à Lyon et je pense qu'il y a partout. C'est-à-dire avoir des premiers éléments de formation, souvent proposés dans le cadre des formations doctorales. N'hésitez pas à regarder dans vos catalogues de formation doctorale ce qui est possible autour de cette dimension d'innovation, d'entrepreneuriat, d'impact. Je pense que c'est une vraie source de formation intéressante. Et côté Lyon, c'est proposé par le PUI en lien avec le PEPIT, l'ASAT et les écoles doctorales, des différents cycles d'ateliers de formation disponibles sur la plupart des écoles doctorales. Je crois que c'est Adoum, donc n'hésitez pas à regarder. Il y a des outils ensuite pour se lancer. Je crois que c'est les différentes journées que tu as mentionnées, Christelle, mais qui existent également à Lyon ou ailleurs à travers des bootcamps, des ateliers, des séminaires, etc. pour vraiment formaliser son idée, se lancer, avoir des coachs comme Amandine pour s'interroger sur comment est-ce qu'on peut faire émerger cette idée. Et c'est vraiment des dispositifs souvent très éclairants et très intéressants. Et ça fait écho aussi avec ce que tu as mentionné, Christelle, c'est l'initiative Startez, dont les lauréats ont été labellisés, je crois, là, hier ou avant-hier, j'ai vu passer un communiqué de presse à ce sujet. Donc, Startez, pour dire un mot, c'est une initiative du ministère qui va labelliser, mettre en place des concours locaux pour les doctorants. Donc, il y a une liste de 21 ou 24 dispositifs sur les différents sites avec des formations adressées à des doctorants ou jeunes chercheurs pour pouvoir exprimer leur projet entrepreneurial et se lancer. Donc, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le Bootcamp Explora que je connais bien pour l'avoir structuré avec le PEPIT et avec la SAT et les écoles doctorales. Mais n'hésitez pas à vous rapprocher de votre initiative locale, de cette initiative Startez du ministère qui est vraiment structurante pour les doctorants. Et ensuite, une fois qu'on s'est lancé, qu'on a exprimé son projet, c'est être soutenu. Et c'est vraiment toute la galaxie des financements, des soutiens qu'ont pu exprimer Jeanne et Alexandre, de Réseau Entreprendre, de Willa, d'incubateurs, cette démarche et aller dans les étapes supplémentaires. Donc, il y a vraiment cette galaxie de soutien pour se former pendant la thèse, se lancer pendant ou à la fin de la thèse ou au moment le plus optimal, en lien avec les différents acteurs du site selon le projet, et ensuite être soutenu aux différentes étapes. Et je pense que c'est un peu cette complémentarité qui est intéressante et qui permet de se guider à travers ces étapes. Et c'est important de se sentir soutenu, je pense. Et c'est ce qui découle du moins de vos interventions. Je passe au temps 3, où il nous reste un peu moins de temps, sur les facteurs clés de succès pour se lancer dans cette aventure. Et je repasse la parole peut-être à Jeanne pour savoir si tu avais 2-3 retours d'expérience ou des éléments éclairants pour comment se lance un projet doctorant en tant que jeune chercheur ou jeune chercheuse. Quels sont, selon toi, les enseignements clés de ton expérience que tu souhaiterais partager? Alors, elle est Yoda. Ouais, il y a plein d'axes de réponse, je pense, à ta question. Je pense à l'un en particulier. Lorsqu'on est docteur et qu'on veut entreprendre, donc on est fondateur ou porteur d'une idée, le monde aura tendance à nous regarder comme des CTO, c'est-à-dire les PDG tech de ton entreprise. Mon cas, par exemple, c'est que je suis pas du tout CTO, mais CEO de mon entreprise, parce que mon entreprise est certes tech et même deep tech. Moi aussi, je suis tech, mais c'est pas moi qui crée l'IA derrière. J'ai pas la même compétence tech que mon CTO, justement. Donc, il faut, je pense, rester bien aligné avec ce qu'on a en tête. Les gens ont tendance à coller des schémas qu'ils connaissent déjà. Ils connaissent pas forcément bien justement les compétences et les capacités des docteurs et jeunes docteurs parce qu'ils s'y sont jamais vraiment frottés. Donc, il faut être aligné avec ce qu'on est capable de faire, y croire et tenir une certaine ligne directrice. Donc, ça, c'est un point. L'autre point, c'est que, mais on en a un petit peu parlé tout à l'heure déjà, mais il faut vraiment oser au maximum les choses. Vraiment, je pense que ce qui m'a le plus aidé dans tout ce qui s'est passé depuis,
c'est que je me suis pas plus que ça posé des questions. Je suis partie, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des rencontres, j'ai créé des opportunités, je les ai saisies parce que c'est pas tout de créer des opportunités, il faut les saisir après. Mais surtout de pas trop se poser de questions. Si on se pose trop de questions, on voit que ce qui va pas. Exemple tout bête. Si je m'étais plus renseignée avant et que j'avais vu que quand tu recrutes quelqu'un, tu dois te confronter à l'assurance maladie, enfin à la médecine du travail, à toute une tas de paperasses auxquelles je suis complètement allergique, je crois vraiment pas que je me serais lancée dans des recrutements. Donc, faut y aller, pas trop se poser de questions, et puis les choses, elles vont se passer, vraiment, elles vont se passer, je pense aussi au-delà de ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui. Si on m'avait dit il y a ne serait-ce que 6 mois ou 7 mois que j'en serais là aujourd'hui, j'y aurais pas cru du tout. Donc vraiment, vous posez pas trop de questions. De toute façon, à part du temps, il n'y a pas grand-chose à perdre. Donc voilà. Merci beaucoup, Jeanne. Alexandre, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je crois que il y avait la notion de réseau qui était importante pour toi. Il y a peut-être d'autres qui te semblent hyper importantes à partager, si tu dois donner quelques retours d'expérience aux doctorants qui nous écoutent, aux doctorantes qui nous écoutent. Ouais, c'est exactement ce qu'a dit Jeanne. En fait, déjà sur le fait d'y aller, c'est sûr que au départ, on se pose tellement de questions que, en fait, il faut se lancer. Et puis, il y a aussi un accompagnement, qui vient tout seul. Et donc là, on est bien au réseau aussi. On a la chance d'avoir des entrepreneurs qui sont déjà passés par là, qui savent tout l'effort que ça représente, la difficulté, et qui vont avoir à cœur de venir nous aider. Moi, je le vois, c'est ce qui s'est passé pour la société. Et donc, voilà, c'est aussi trouver sa place au sein d'une startup, une startup, comme l'a dit Jeanne, deep tech, parce que on parle du dirigeant, mais il y a aussi la position du chief scientific officer, du chief technical officer. Voilà, c'est pas péjoratif de dire qu'on n'est pas dirigeant ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de postes qui sont extrêmement clés en fait pour la réussite du projet. De toute façon, elle passe par une équipe. C'est l'équipe qui fera la réussite de votre société. Et à la fin, on se rend compte que c'est même plus la science. C'est bizarre à dire, mais c'est le cas. En fait, il faut qu'il y ait vraiment quelque chose derrière. Gouvernance, une équipe qui soit extrêmement solide. Et donc voilà, donc c'est encore une fois, c'est d'y aller. C'est absolument pas incompatible avec après la recherche scientifique. Moi, je le vois, j'ai plus trop le temps, de faire de la science. Mais c'est le choix que j'ai fait, c'est celui de continuer à leader le projet. Et donc, voilà, je prends en main d'autres missions qui permettent de le faire grandir. Et d'avoir en fait dès le départ de garder la motivation, d'avoir en tête pourquoi on s'est lancé. C'est un peu utopique, mais c'est vrai qu'au départ, moi, par exemple, c'était vraiment de se dire qu'un jour, ça se retrouverait chez le patient. Et donc, tous les matins ou tous les soirs en me couchant, je pense à ça et je me dis que c'est voilà, non, mais parce que c'est important. Je veux dire, Jeanne qui parlait de toute la partie administrative, comptabilité, etc. C'est sûr que même si on n'aime pas, on est obligé d'y passer à un moment donné. Il y a certaines choses qu'on peut déléguer, mais il y a des moments où il faut quand même le prendre en main. Et donc, il y a ça, il y a la négociation, il y a le fait d'aller chercher de l'argent, et puis, voilà, tout ça fait en fait une espèce de boule. Donc, si on n'arrive pas si on perd cette motivation, je pense que c'est impossible. Donc voilà, la motivation est derrière, finalement, voilà, d'y aller et puis de se lancer. Au final, il n'y a pas grand-chose effectivement à perdre, plutôt à gagner. Ouais. Très bien, Alexandre. Donc, je reviens à cette idée de motivation, du sens, du soutien et d'oser se lancer. En fait, c'est ces 3 enseignements qui ressortent de vos 2 interventions. Rita, est-ce que tu vois un autre facteur un peu de succès ou des éléments importants à mettre, notamment sur des projets un peu tech ou deep tech? Bien sûr. Alors, évidemment, contacter son service de valorisation, vous l'aurez compris, mais pas attendre. Mais alors, c'est ça, et c'est ça l'info, ne pas attendre forcément d'avoir un résultat qui, selon vous, potentiellement peut donner une création d'entreprise. D'y aller très en amont, comme ça, le jour où vous cherchez, vous trouvez, vous êtes prêt. Donc ne pas attendre pour contacter son service valo et utiliser un cahier de laboratoire aussi. Alors ça peut paraître rébarbatif, pénible, etc. Mais dans le cadre de bonnes pratiques en termes de pays,
c'est important de protection de vos résultats de recherche qui vous permettront derrière de créer votre société. C'est très important, donc utilisez un cahier de laboratoire. Et peut-être le plus important, presque, ne pas divulguer vos résultats. Et ça c'est des retours de service Valo qu'on a, c'est des super résultats, mais qui ont été divulgués dans le cadre de publications, etc., et qui du coup par là même deviennent plus exploitables parce que divulgués et donc non protégeables par un brevet, par exemple. Très bien, merci Rita pour ce complément d'information en effet sur la propriété intellectuelle et cet enjeu important sur cette démarche. Après, c'est vrai que c'est important d'anticiper ces sujets et de trouver des solutions au cas par cas et de plus tôt possible d'anticiper cette démarche. Ça me semble intéressant. Amandine, je te laisse rebondir sur les propos précédents. Évidemment, je vais abonder dans le fait que la communauté est hyper clé. En fait, c'est vrai qu'on devient solitaire face à soi-même, face à certains inconnus, certaines difficultés. Parfois, il y a des choses qu'on peut pas discuter avec ses salariés aussi quand on est l'entrepreneur. Et puis au départ, on n'a pas de salariés de toute façon et on fait 10 métiers. Donc, enfin, vraiment la communauté d'entraide entre les docteurs entrepreneurs pour moi est super clé. Et puis, effectivement, on a la chance en France d'avoir tellement de dispositifs d'accompagnement divers et variés que ça serait dommage de s'en priver. Moi, mon conseil, je vais l'orienter sur ne pas s'oublier dans l'équation et bien se connaître. Parce que vraiment, j'en suis persuadée, c'est un vrai levier de succès pour les entrepreneurs pour faire les bons choix pour eux-mêmes, mais aussi pour leur équipe plus tard. En fait, l'entrepreneuriat, c'est vraiment les montagnes russes. Je pense qu'il faut peut-être encore plus dans la deep tech. Et du coup, il faut pouvoir puiser en soi la force, la résilience pour franchir les obstacles et tout en fédérant l'équipe autour de la vision, etc. Et ça passe par se poser vraiment très honnêtement à soi-même la question du pourquoi on fait ça, la question de qu'est-ce qui va mériter qu'on mette 400% de son énergie, et donc mieux se connaître, mais vraiment à travers ses désirs profonds, à travers ses compétences, et puis oser se tester aussi. Jeanne, et Alexandre l'a dit aussi, à un moment, faut tester concrètement et dire aussi, est-ce que c'est fait pour moi ou pas? Et ça, c'est précieux aussi parce que effectivement, je le disais au début, et Jeanne l'a dit aussi, c'est vrai qu'on n'attend pas les PhD comme CEO, par exemple. Alors, quand en plus on cumule femmes, PhD dans la tech, etc., il va falloir convaincre plein de gens en vrai. Et ce travail, finalement, avoir acquis une maturité sur soi-même, une forme de clairvoyance pour se dire aussi comment je vais savoir mobiliser au mieux mes compétences et avoir l'intelligence d'aller compléter là où moi c'est pas ma force ou mon appétence. Et c'est ce qui permet de construire la Dream Team pour réussir. Et je pense qu'il faut aussi sortir d'un espèce de syndrome de l'imposteur que je vois beaucoup chez les chercheurs. Mais on a parlé de certaines compétences qui sont directement mobilisables, mais c'est clair qu'elles sont nombreuses. On a parlé de gestion de projet. Dans certains cas, les compétences scientifiques aussi sont utiles en fonction de la techno à maturer ou le champ de connaissances. Mais vraiment, la démarche scientifique, pour moi, elle est tellement clé, notamment dans la deep tech, où il faut tout inventer, en fait. Enfin, il n'y a pas que la techno qu'il faut inventer. Il va falloir aussi inventer le business model, le marché, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? En permanence, on pose des hypothèses et on va les tester. Viennent avec la créativité, la résilience, la résolution de problèmes, le fait de rebondir, de naviguer dans l'incertitude, d'aller chercher de l'info, de collaborer avec d'autres, parce que bien sûr on fait rien tout seul quand on est une start-up, de chercher des financements, Jeanne l'a dit aussi, l'autonomie, la capacité à
positionner finalement. Et un autre point qu'on ne cite pas souvent, mais il y a des études qui montrent pourquoi, enfin qui mettaient en exergue sur pourquoi le taux de succès, de survie à 3 ans des entreprises créées par les docteurs était haut. C'est aussi la force de travail et couplée à la résilience et au goût de l'apprentissage, à la capacité à apprendre. Donc, en vrai, c'est plein de choses. C'est pas rien ce que je suis en train de vous dire pour entreprendre, notamment dans un contexte d'innovation. C'est hyper clé. Et après, je terminerai juste sur la question de posture que Jeanne et Alexandre, de tous les deux ressortir. Oui, c'est nouveau. Et c'est pas la même chose d'être chercheur dans un labo et entreprendre. Donc, il y a un changement de posture. Pour moi, il y a cette question de se confronter à la réalité au plus vite. Jeanne l'a dit, et vraiment, j'abonde là-dessus. Typiquement, quand je vois dans certaines questions du chat, comment contacter, Christelle a raison, il faut oser. Et en fait, si vous n'osez pas contacter des gens qui sont là pour vous accompagner, c'est déjà un signal en soi que peut-être vous serez en difficulté dans l'entrepreneuriat en permanence. Vous serez amené à vendre votre projet, tout va. Et du coup, peut-être c'est pas forcément fait pour vous, soit il va falloir vous compléter rapidement quelqu'un qui adore ça, quoi. Donc voilà, mon conseil de la fin, c'est s'entourer, se faire accompagner, se faire confiance, s'accepter aussi dans son profil unique d'entrepreneur et se créer un réseau autour. Merci Amandine. Je me tourne vers Christelle maintenant pour un peu compléter. Alors c'est vrai que là, on a des retours d'expérience, on a déjà pas mal de choses qui ont été dites, c'est plus difficile de passer à la fin. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose qui te semble particulièrement important, un conseil à donner ou un retour d'expérience des différents profils que tu as pu accompagner? Oui, je vais réinsister sur le fait que, en fait, les compétences, je vais parler plutôt de par mon expérience aussi de doctorat, où quand on sort du doctorat, on se sent, on a l'impression qu'on a zéro compétence, on a l'impression qu'on sait rien faire, mais parce qu'en fait, on a été dans un milieu, en fait, déjà très compétent, en fait, déjà très haut quelque part en connaissances, en compétences, et on n'en a pas conscience. Donc, en fait, je crois que ce que j'aimerais compléter, c'est de dire que finalement, les facteurs clés de succès, alors certes, il y en a, mais en fait, je crois que les doctorants, ils les ont déjà, et les jeunes docteurs, ces facteurs clés de succès-là, simplement, alors peut-être pas tous forcément, hein, mais en tout cas, il y en a beaucoup qui sont déjà en eux. Simplement, ils n'en ont pas forcément conscience. Donc peut-être que finalement, le travail, le facteur clé de succès, c'est peut-être justement identifier ses compétences, les mettre en avant, les accepter, les reconnaître et y aller avec ce qu'on est, comme on est, ce qu'on a envie de faire surtout. Parce que ça, si on n'a pas envie, en fait, voilà, faut pas y aller. Je crois que ça aussi, c'est un facteur clé de succès. L'envie, la passion, ce qui vous porte à aller vers ça, en fait. C'est là où vous allez réussir, c'est là où vous allez être meilleur, quoi. Voilà. Et que, voilà, vous redire aussi que vous partez pas de zéro, en fait. Vous avez déjà des compétences et vous avez des compétences entrepreneuriales. Elles y sont. Voilà, simplement, il faut les conscientiser et les accepter. Mais vous en avez. Et je vais redire, en fait, sur le fait d'oser, d'essayer et d'y aller. Et nous, on travaille beaucoup avec Claire Bourrassé, qui est une coach sur le leadership. Alors, plutôt des femmes, hein, mais elle dit que en fait, c'est une phrase que je me répète moi aussi pour moi souvent. Hein, c'est en fait si j'ai pas échoué, c'est que je n'ai pas assez essayé. Donc finalement, je me dis que peut-être un des facteurs clés de succès, c'est aussi accepter l'échec et de se dire qu'en fait l'échec, c'est ce qui va me permettre d'avancer.
Et c'est ce qui va permettre de comprendre des choses. C'est ce qui va me permettre, en fait, comme dans la recherche, en fait, hein, on a fait une expérience, une réponse, enfin, quand on a un échec, et ben en fait, c'est ce qui va nous permettre de trouver la solution après. Et ben en fait, c'est exactement la même chose. Mais sauf que si vous l'avez pas faite, l'expérience, vous n'allez pas pouvoir savoir. Donc, en fait, allez-y. Très bien. Merci beaucoup, Christelle, parce que c'est une très bonne manière de terminer cette session en disant allez-y, parce que c'est un peu finalement ce qu'on voulait souligner ensemble quand on a préparé ces différentes sessions, de dire que peu importe, et au-delà de la diversité des parcours, des profils, des personnes autour de la table, aussi bien en sciences humaines et sociales que des projets très tech, que des projets qui ne sont pas tout à fait en lien avec l'expertise, on est tous raccords à travers ces interventions sur comment dire, la force du doctorat comme diplôme d'innovation, comme compétences qui sont acquises pendant le doctorat pour pouvoir initier, porter un projet entrepreneurial et ne pas avoir peur de ces compétences. Et de se dire que peu importe le profil, peu importe, on va dire, le projet qui peut en découler, il y a des personnes et des personnes proches de chez vous pour pouvoir vous soutenir dans cette démarche à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'émergence de l'idée, de la réflexion sur les compétences à gagner, des dispositifs nationaux pour récupérer des fonds pour avancer si vous en avez besoin et d'être accompagné. Il y a un réseau, ce que tu as mentionné, Alexandre, qui est bienveillant à l'écoute de personnes qui sont passées avant sur les différents trajets, qui sont là aussi pour accompagner et pour soutenir. Et il faut vraiment ne pas avoir de crainte et vraiment être à l'écoute de ces dispositifs pour se lancer, ne pas avoir peur de frapper à une porte. On sera au pire relayé, redirigé vers le bon endroit, et c'est vraiment cet enjeu assez fort. Et je pense que c'est un peu tout l'enjeu de cette dimension de Cap Docteur 2024. Je crois que c'est la dernière session, celle-ci, des différents ateliers qui étaient prévus, de souligner les compétences aussi extrêmement importantes de la dimension entrepreneuriale pour favoriser son employabilité. Au-delà de la finalité d'entreprendre, de créer une entreprise, de développer ça, ou de créer une association, ou de lancer un engagement, c'est surtout, je crois que c'est ce que tu as dit, Christelle, le chemin parcouru qui est vecteur on va dire, de compétences importantes pour la suite de votre parcours, la suite de votre carrière, la suite de vos métiers, peu importe, même si c'est pas dans l'entrepreneuriat, ce sera quoi qu'il arrive des choses gagnées, et c'est ça qu'on a voulu aussi souligner, de dire que au-delà de la finalité, c'est vraiment le parcours qui est important, et de ne pas hésiter, de ne pas craindre de frapper aux portes, de toquer aux portes, d'exprimer son projet et de le faire grandir pour de vrai. Et c'est vraiment ce qu'on voulait vous dire, qu'on était vraiment tous à votre écoute pour vous soutenir, vous écouter, vous orienter et trouver des solutions pour votre projet. Et je rebondis juste pour dire que le ministère a lancé cette initiative Startez, qui est vraiment l'endroit clé vers lequel vous pouvez excusez-moi, vous appuyer et vous renseigner sur l'initiative qui est proche de chez vous. Il y en a 21 quasiment sur l'ensemble du territoire, où en tant que doctorant, vous pouvez vous inscrire à ces différentes sessions et venir participer, présenter votre projet, voir comment est-ce qu'il peut être soutenu. C'est vraiment l'endroit clé qui est fait pour vous, pour les doctorants et jeunes docteurs. Et on sera ravis de vous accueillir dans ces différentes sessions. Pour conclure, je peux vous remercier toutes et tous d'avoir participé. Alexandre, Amandine, Jeanne, Rita, Christelle, d'avoir participé, partagé votre expérience ici. Et j'espère qu'on a pu apporter un éclairage à ces différentes sessions. Merci également à l'APEC et au ministère de l'Enseignement supérieur et Recherche d'organiser ces différentes sessions. On était ravis de pouvoir participer. Enfin, je ne vais pas parler pour vous, Amandine, Jeanne, et Rita, Alexandre et Christelle, mais je ne doute pas que vous étiez partants et ravis d'intervenir à ces différentes sessions ici. Donc merci à vous 5 d'être intervenus et pour votre temps. Merci. Merci à toi, Benoît. Et très bon après-midi à tout le monde. N'hésitez pas à nous contacter ou vous renseigner sur les outils de l'APEC ou du ministère de l'Enseignement supérieur et de Recherche pour vous lancer. Une semaine avant la fin des candidatures e-PhD. Oui, c'est encore temps. C'est trop tard pour Startez, mais e-PhD, là, c'est le moment. Startez n'est pas encore lancé, mais e-PhD, c'est le moment, oui, c'est ça. Oui. Oui, puis amusez-vous, faites ce qui vous plaît. Ouais, c'est vraiment ça, c'est important. Ouais, je l'ai mis dans le chat, mais j'aime bien le redire, c'est que vous avez une malle au trésor de compétences, ouvrez-la.